Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouveau projet. Aujourd'hui, on s'attaque à Aprilia RSV 1000 2003. Donc, c'est une moto, elle a à peu près 40 000 km, si je me souviens bien, 40 789. Elle est entièrement d'origine à ce qu'on voit, à part les étriers en 4 plaquettes Brembo, les mêmes que j'ai sur la Tuono. Un silencieux MIV. Elle a un capot de selle origine, elle a un support de plaque de 98 parce qu'il est gris. Il a aussi un phare de 98 à l'avant, malheureusement. Donc pour l'instant, elle va rester comme ça. Et après, c'est une moto essentiellement d'origine, en bon état. Le jeune homme a acheté cette moto il y a quelques semaines. Il a directement décidé de faire la fiabilisation avant de pouvoir l'utiliser. Donc pour ça, il a acheté toutes les pièces que je lui ai demandées, c'est-à-dire tout ça. Donc on peut voir 4 litres d'huile 15W50, nettoyant moteur, liquide de refroidissement, filtre à huile 152, plaquette avant, plaquette arrière Brembo en Sinter, une petite puce GMP de chez SPO Engineer, là je sais pas quoi, un pignon de 16, une couronne de 42, chaîne DID 525 VX3, porte-fusible, décosse pour la batterie, décosse aussi pour le 16 mm pour pouvoir faire la fiabilisation du circuit de démarrage. Donc là, on a 2 mètres de câble rouge, on a 1 mètre de câble noir en 16 mm. On a aussi 2 joints de couvre-culasse neufs, 2 pipes d'admission neuves. On a ici un relais de démarreur en 300 ampères, du câblage en 3 mm pour le circuit de recharge, des ampoules LED H7 Philips et des petits capuchons. Aussi, on a une batterie, une bulle, et après, le reste, bon, c'est... Il y a toujours des petits trucs à faire, mais tout ce qui... ça va être surtout de la soudure, ça va être surtout de la petite modification du circuit électrique, comme on a déjà fait sur la 98-2000 l'an dernier. Donc ça va être un projet qui va être assez facile, avec... c'est surtout de la fiabilisation, un peu de réglage moteur, histoire que la moto fonctionne bien, démarre bien, etc. On va supprimer tout ce qui est cosse du circuit de charge, c'est-à-dire là la grosse ronde. On va supprimer celle qui est aussi au régulateur. On va refaire tout le circuit de démarrage, tout le circuit de masse, enfin la base sur une RSV. Moi j'ai prévu au maximum 5 jours de travail sur la moto. Donc là, on est le premier jour. Première chose à faire, on va sortir le réservoir, la selle. Comme ça, on va déjà avoir un accès à ce niveau ici. Je vais sortir l'injection, la boîte à air, pour pouvoir attaquer le travail. Je vais faire une chose. Comme ça, vous allez arrêter de m'embêter avec ça. Dans la description, je vais vous mettre tout le listing des pièces que je recommande. Tout ce qui est là sur la table. Vous aurez tous les liens. Vous aurez tout. Comme ça, ça sera la vidéo référence avec tout ce dont vous avez besoin. Donc, boîte à air injection retirée. Comme ça, on va avoir de la place pour pouvoir faire le couvre-culasse avant et arrière. Là, on peut voir les pipes d'admission qui sont complètement craquelées. Donc là, c'est assez léger sur celle-ci. Mais par contre, sur celle-là, on le voit bien. Voilà. Et même ça, même si on a l'impression que ça ne traverse pas, en fait, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut changer les deux. Parce que ça vous fait des retours de flamme, ça fait des petits défauts sur l'injection. Ça peut aussi faire en sorte que la moto roule trop pauvre. Donc le mieux, c'est de les changer. Concernant les joints de couvre-culasse, pourquoi les changer? Je vais vous montrer exactement pourquoi. Généralement, c'est le cylindre arrière ou le joint lâche en premier, car il y a beaucoup plus de chaleur. Vu qu'il est sous la selle, sous le réservoir, il est étouffé. Et là, ici, vous arrivez, je pense, à voir tout le gras qui s'accumule et qui, en fait, après, descend tout le long du bloc moteur. Parce que, par exemple, là, vous regardez, vous voyez, tout ça, là, c'est de la crasse. Tout ça, c'est de la crasse, c'est du gras, ça postillonne. Donc là, c'est BTR 2.5. Hop, on défait là les 4. Et après, là, de ce côté-là, il en reste une dernière qui est juste ici, juste là. On retire les 5 vis et après, on sort, on nettoie le plan de joint. Et en même temps, on peut aussi en profiter pour regarder si le jeu aux soupapes est toujours bon. Donc là, j'ai défait les 5 vis. On retire le joint de couvre-culasse. Et
Tadam! Donc là, on voit bien que le joint, il est ici. Il est complètement huilé. Il est complètement foutu. On le retire. On va se faire un petit nettoyage du plan de joint parce que même si là, comme ça, il a l'air d'être clean, on peut voir ici, par exemple, qu'il y a un petit peu de poussière et tout ça à droite, à gauche. Joint de couvre-culasse, ici, 42,06 50 345. Ça, c'est la référence chez Canam. C'est à peu près 17 € pièce. Donc, c'est pas pour le prix que ça coûte qu'on va s'empêcher de le faire. Là, ici, vous pouvez voir le couvre-culasse. Je l'ai entièrement nettoyé, rincé, il est nickel, tout est propre. Les vis qui sont sur le couvre-culasse ne se retirent pas. Il faut forcer pour les retirer car elles ont un petit joint à l'intérieur. Donc, comme on n'a pas les vis ni les petits joints des vis, on n'y touche pas, on évite de les abîmer. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un peu de pâte à joint spéciale pour les carters, pour les joints de couvre-culasse, etc. C'est une pâte à joint qui résiste à l'essence, à l'huile, aux fortes chaleurs, aux petites chaleurs. Ça résiste à tout. C'est vraiment fait pour ça. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais surtout me concentrer sur la gorge. On le voit là. Vous voyez, il y a une petite gorge sur le joint. Et c'est sur la gorge surtout qu'on va se concentrer. Maintenant que la pâte à joint a été posée sur le joint couvre-culasse, on va le positionner. Donc, on fait bien attention à rentrer les vis en premier, histoire de ne pas avoir à le refaire. Nous, notre but, en fait, là, ça va être vraiment qu'il colle déjà dans la gorge pour éviter qu'il se mette de travers lorsqu'on le pose. Donc là, maintenant, côté culasse, on va s'en mettre très, très peu. C'est juste histoire que l'étanchéité soit vraiment parfaite des deux côtés. Et comme ça, au moins, on est sûr que le joint tiendra dans le temps. Tadam! Et maintenant, on retourne sur la moto. Donc là, on est tout propre. Vous voyez, j'en ai profité, j'ai retiré l'antiparasite de la bougie du haut pour éviter de mettre de la mouise entre la culasse et le couvre-culasse. Donc là, ce qui va être important, ça va être vraiment d'y aller très soigneusement. Là, la chose qui risque de nous gêner, ça va être le faisceau électrique. Donc, on passe la partie faisceau électrique en premier pour éviter de mettre toujours des petits détritus qui peuvent traîner. Là, on est posé, tout simplement. Et donc là, maintenant, on va rapprocher toutes les vis au fur et à mesure et après, on fera un serrage au couple. On va faire un serrage en croix. Donc, on va faire ici, 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 ici. Vous voyez, par exemple, pour avoir le couvre-culasse qui se repose bien droit. Bon alors, malheureusement, sur la revue technique, il n'y a pas de serrage conseillé. C'est du M6, donc on va partir sur 10 Nm de serrage. Donc là, on y est. Ok. Ok. Pour pouvoir démonter le joint de couvre-culasse avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le sabot et les flancs des deux côtés. J'ai purgé les radiateurs en utilisant la vis de purge qui est juste ici, celle qui est rouillée là. Il y a un petit joint en cuivre à changer. Ensuite, j'ai vidé les deux radiateurs. Ici, pareil, joint en cuivre à changer. Ensuite, second radiateur, pareil, petit joint en cuivre à changer juste ici. Donc j'ai totalement vidé le circuit de refroidissement pour pouvoir défaire la durite d'eau entre les deux radiateurs. J'ai défait celle-ci ici pour avoir plus de jeu et pour pouvoir retirer la vis qui se trouve juste là. Voilà, pour pouvoir défaire cette vis. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le cliquet un quart là et entre les deux radiateurs, tac tac. Ici, on peut voir qu'il y a le capteur d'arbre à cam qui est juste là. Donc, en fait, le capteur d'arbre à cam, lorsque l'on fait le joint de couvre-culasse, il faut bien le retirer, enlever toute l'ancienne pâte à joint qui est d'origine, et ensuite remettre de la pâte à joint bien partout, en dessous, sur le dessus, etc. Comme pour le carter allumage. Parce que sinon, y a une fuite d'huile, une microfuite d'huile, et après, vous salissez tout le bloc moteur. Donc, une fois que ça c'est fait, pareil que pour le capot arrière, vous nettoyez tout bien, vous passez un petit coup de paille de fer, vous rejointez en haut et en bas, et après vous remontez. Et voilà, travail effectué. On va remettre les deux pipes d'admission. Voilà, deux pipes d'admission neuves. Alors là-dessus, il n'y a pas de pâte à joint, il n'y a rien à mettre. La seule chose qu'il y a à faire, c'est
serré à 19 Nm les vis qui sont ici, les 4 vis là. Seconde chose, lorsque vous avez la pipe d'admission, vous voyez ici il y a écrit top, donc top c'est vers le haut, et de l'autre côté vous voyez il n'y a rien écrit. Pour la référence, on est sur du 42 02 67 151 chez Canam. Bon alors au final je me suis mis à faire le kitchen parce que j'ai à peu près tout. Le seul petit truc que j'ai pas fait, j'ai zappé, c'est de dire à Alexandre de commander les boulons pour le porte-couronne. Parce que sur nos motos, dès que vous faites le kitchen, que vous changez la couronne, il faut absolument changer tous les boulons du porte-couronne. Même en mettant de la Loctite ou quoi que ce soit, en général, ça se barre. Bon, on va voir si ça tient ou pas, parce qu'ils sont pas spécialement fatigués, ils sont quand même en bon état. Ça sert à 50 Nm. Derrière, là, vous avez un pas de vis pour du 19. Et là, ici, c'est du 17. Et ensuite, là, on est passé en pignon de 16 allégé parce que il était en 17 sur son ancien kitchen. Il était en 17, donc 17,42, c'est quand même assez long. 16,42, déjà, on sera un peu mieux, plus facile pour la ville, etc., pour la rocade et tout ça. La moto, bon, elle prendra plus 290, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, franchement. Et là, la bonne petite surprise, c'est ici. Alors, je pense pas que vous allez bien le voir, mais en fait, il a un bloc moteur NG, RP NG, c'est-à-dire c'est les moteurs RP, grosse valve, grosse soupape, comme sur la Tuono. Sauf que les NG, c'est les New Gear, c'est celles qui ont les nouvelles boîtes de vitesse. Donc en fait, ça, c'est un moteur qui est généralement sur les R, sur les factories, avec ce bloc moteur-là, avec une boîte de vitesse un peu mieux étagée, a priori. Donc, très bonne nouvelle pour lui, c'est cool. Ensuite, petite chose qui pourrait être sympa à faire dans l'avenir, c'est le petit joint SPI là. Je pensais en avoir un, mais en fait non. Mais là, le petit joint SPI qui est juste au niveau du sélecteur de vitesse, celui-ci, on voit, il est vraiment bien poreux. Il y a du gras partout. Et généralement, ça, bon, tu le fais une fois de temps en temps. L'avantage des chaînes DID et AFAM, c'est qu'en fait, les maillons à rifter sont des maillons avec un trou houblon. Donc, pas besoin d'acheter une rifteuse à chaîne. Il suffit juste de prendre la chaîne rifter de chez AFAM qui coûte 25 € à peu près, 25-30 €. Donc, en fait, vous avez un côté qui permet de fermer le maillon. Vous voyez, une fois que vous faites ça, vous mettez ce côté-là des deux côtés. Ça permet, hop, de le fermer. Et une fois qu'on veut rifter la chaîne pour qu'elle ne bouge plus, et bien là, ici, vous avez le petit appareil qui rentre à l'intérieur, qui écrase le maillon et qui permet de fermer le maillon définitivement. Ça, c'est du Superprox. Moi, je conseille aussi Superprox, c'est très bien. C'est un bon rapport qualité-prix, elle est allégée, elle est en alu, elle est très bien. Et ça tient dans le temps. Et donc, voici le résultat une fois fermé. Donc là, les maillons sont scellés, ça ne bougera plus. On fait tourner un peu la jante, histoire de voir que tout aille bien. Et après, on se fait la tension de chaîne. Tac. Pour faire la tension de chaîne, après, moi, j'utilise un réglé. Donc, je mets le réglé comme ça entre le bras oscillant et la cale. Et j'essaye d'avoir le même écart de ce côté-là et de l'autre pour avoir la jante parfaitement droite. Donc, j'ai changé plaquettes arrière, les plaquettes avant déjà. J'ai commencé à mettre du nouveau liquide de frein. Comme ça c'est déjà fait plus ou moins. Je ferai la purge au moment où je ferai la vidange d'huile moteur. Comme ça, je ne me salis pas les mains pour rien. Et là, on va commencer à faire la fiabilisation du circuit de démarrage. Donc, câble 16 mm². Voilà. Là, ici, on a l'ancien câble qui est d'une taille inférieure. C'est la taille d'origine. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste préparé un côté. J'ai gardé mes 2 mètres de longueur de câble rouge. Pour, en fait, je vais récupérer ce câble-là. Il remonte jusqu'au relais de démarreur qui est ici. Donc, d'ailleurs, c'est un relais de démarreur Hitachi. Donc, ça, c'est les 150 ampères des phases 2, des Gen 2. Donc, il fonctionne encore très bien, mais il préfère que je le change par un 300 ampères. Donc, il n'y a pas de souci, on va le faire. Et là, ici, vous avez le câble qui va donc du relais de démarreur jusqu'au démarreur, tout simplement. Donc là, j'ai attaché l'ancien et le nouveau câble ensemble. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur l'ancien câble. Donc, pour ça, avant, j'ai quand même bougé le faisceau électrique un petit peu à droite à gauche, histoire d'avoir de la place et que ça, de pas forcer comme un bœuf sur le truc, quoi. Que ça vienne assez facilement. Câble mis en place. Donc là, on s'est mis, vous voyez, là où il y a les 2 traits dans le passage de roue, juste là, tac et tac, c'est là où le relais de démarreur il se pose. Donc là, il est prêt à être posé, il est dans le bon sens, il n'y a pas besoin de tortiller. Il passe là. Ici, il passe juste en dessous de la masse du cadre, comme ça,
on a toujours accès et après on voit il va jusque là. Donc là, j'ai coupé ma petite quéquette, ma petite cosse en 6 mm, comme ça je peux... Hop là, merde. Comme ça, j'ai plus qu'à la sceller avec la pince adéquate qui est juste ici, donc une Knipex 97 72 180 qui fait jusqu'au 16 mm². Voilà, c'est fini. Petit joint en cuivre en haut et en bas pour remplacer les anciens joints qui étaient en alu. Le petit capuchon. On ne serre pas trop fort. Contact +1/4, ça suffit largement. De toute manière, ça ne bougera jamais. Et hop, on met le capuchon. C'est fini de ce côté-là. Et donc ici, on a le deuxième câble qui va du relais de démarreur jusqu'à la batterie. Donc là, en fait, le but, ça va être d'essayer de garder la partie câblage du porte-fusible jusqu'à ici. Raccord porte-fusible et entre le relais de démarreur et la batterie. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à les intégrer. Tout est nickel, etc. J'ai coupé un peu long les petits câbles, etc. pour que ça puisse passer. On va se mettre une petite gaine thermo et après 2 petits capuchons rouges comme sur celui-ci où il manque. Et comme ça, au moins, au niveau du circuit de démarrage, on sera bon et on va pouvoir passer aux masses. Avant de faire les masses, je m'occupe du relais de démarreur. Donc, c'est un relais de démarreur de 300 ampères, un SRG ou SGR 300 ampères, acheté sur 3AS. Donc, j'ai déjà monté ce relais de démarreur sur la 98, sur la RSV 98. Et donc là, maintenant, on va le monter sur la 2003. Donc, comme d'origine, enfin, comme de base, c'est fait pour les Yamaha, je crois. Ben, en fait, vous voyez, vous avez des cosses japonaises rondes comme ça. C'est ce que j'utilisais beaucoup avant. Et maintenant, j'ai acheté une boîte, c'est sur Amazon, avec des cosses. Donc, soit 2 fils, 3 fils, 4 fils, 5 fils, etc., etc. Donc là, des deux côtés, j'ai mis ça. Là, j'ai mon petit capuchon pour les cosses. Et tac. Et tac. Et ensuite, on va faire pareil sur le faisceau électrique directement sur la moto. On va mettre le côté femelle. Et comme ça, on est peinard. C'est plug and play. Il n'y a qu'une cosse à toucher. Ça fait propre. C'est d'origine. Donc voilà, relais de démarreur installé. Les cosses sont faites. Ici, il est debout maintenant parce qu'en longueur, ça passe pas au final. Ensuite, on a du côté relais de démarreur jusqu'au démarreur, petite rondelle en cuivre de chaque côté, en haut et en bas. Pareil de l'autre côté, tac tac. Et là, ici, ça va jusqu'au pôle plus de la batterie. Et quand on appuie sur le démarreur, on met le contact, il y est déjà. Magnifique. Passons aux masses. Alors, pour les masses, c'est pas très compliqué. Pôle moins. Ici, on a les masses, on a toutes les masses qui sont rassemblées, c'est-à-dire il y a même la masse pour le cadre, du faisceau électrique, pardon, la masse qui va de la batterie au cadre et du cadre jusqu'au moteur. Et la masse moteur, elle se trouve juste là. On peut la voir ici. Donc là, il y a besoin de moins de longueur de câble, donc c'est pas mal. Généralement, de toute façon, vous prenez 2 mètres de rouge, 1 mètre de noir, et comme ça, vous êtes tranquille. Après, si jamais vous voulez tout passer en noir, ça se trouve, avec 2 mètres juste de noir, ça peut passer. Moi, il reste à peu près ça. Ouais, il n'y a pas 1 mètre. Hein. Allez, hop, les masses. Donc, masse ici, branchée sur la batterie, juste posée, histoire que ça se barre pas loin. Tac, tac. On se fait bien le chemin. Parce que là, en fait, là, le faisceau, pour l'instant, il n'est pas retombé pour que je puisse avoir accès de l'autre côté à la partie moteur. Et ici, on a justement le câble pour la masse du moteur et du cadre. Donc, je mets un petit capuchon, même si d'origine, il n'y en a pas. On rajoute aussi un petit joint en cuivre, histoire d'être tranquille et de remplacer le vieux joint. Une fois tout fini, donc là, on voit bien les 2 masses. La masse qui est juste derrière, là, c'est celle du faisceau électrique. Là, j'ai mis le petit capuchon, histoire que ça fasse propre. De toute manière, il sera écrasé par le réservoir, donc c'est pas très grave s'il n'y est pas, il n'y en a pas d'origine. Et moi, je mets le petit capuchon, histoire d'être tranquille, d'avoir une bonne isolation. Là, ici, on voit qu'il y a le petit câble rouge qui passe aussi juste en dessous. Donc là, tac. Et là, maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est remettre le faisceau électrique en place. Bien le refaire passer comme avant, c'est-à-dire juste au-dessus de la masse. Comme ça, tac. Ici, on fait descendre là aussi parce qu'il a bougé un peu partout. On se remet bien le faisceau.
Et de toute manière, lorsque vous allez remettre le réservoir, il y a tout qui se remet en place parce que de toute façon, c'est compressé. Ensuite, vous faites bien attention à ce que tous vos petites cosses, celle-là par exemple avec le double jaune, ça c'est le capteur de frein arrière. Celui-là, c'est le speedomètre, c'est celui qui calcule la vitesse de la roue arrière. Ici, vous avez les deux diags et ici, vous avez le réservoir. Il faut bien vérifier que tout ça soit toujours facile d'accès sur le côté pour éviter d'avoir à retirer le réservoir pour pouvoir intervenir. Là, ici, on va remettre aussi le capteur de chute. Capteur de chute, donc là, il est à l'envers. Là, il est à l'endroit. Il faut qu'il y ait écrit upper, comme ça, avec la flèche vers le haut. On le secoue avant de le remettre pour être sûr que il ne bloque pas lorsqu'on voudra démarrer la moto. On range bien les cosses partout. Tac, tac. Là, tout est bien serré, tout est bien serré, tout est bien serré. Circuit de démarrage, fiabilisé, nickel. Donc maintenant, on va passer à la fiabilisation du circuit de recharge. Donc, première chose à faire, et là, c'est même pas une question pour le circuit de recharge, c'est vraiment une question de sécurité pour la moto, pour éviter qu'il y ait des problèmes, etc. C'est qu'on va supprimer la grosse cosse ronde. Donc là, en fait, cette cosse-là, de ce côté-là, elle part au stator côté allumage, et de ce côté-là, elle part au régulateur qui se trouve à peu près ici, là. Donc, on va couper directement au ras des cosses les 5 fils. Donc, les 3 jaunes, c'est le stator, le blanc et le bleu, c'est le capteur d'Abracam. Donc là, on va couper directement à ras. On va se remonter encore une fois le faisceau électrique, histoire qu'on ait un bon accès. Histoire qu'on ait un bon accès et que ça soit plus facile pour souder par la suite. Voilà, une fois toutes les cosses, enfin tous les câbles soudés directement entre eux. Donc tac, 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 tac. C'est des gros pâtés, je sais, mais ces fils-là sont extrêmement difficiles à souder, malheureusement. Là, ici, c'est tout facile, c'est nickel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch d'électricien. Chaque fil sera isolé et ensuite, je vais sceller tous les câbles entre eux avec ce scotch-là. C'est du scotch tissu, fait exprès pour les faisceaux électriques. Et comme ça, au moins, on est peinard. Les cosses ont été découpées. Donc là, j'ai tout découpé pour le coup. Je laisse même pas la cosse du milieu. Je soude tout. Notre but, ça va être, en premier lieu, de rejoindre lui et lui ensemble. Et là, ici, on va se préparer les câbles là et là. Et on va les souder avec eux. Alors, j'ai gardé la cosse, normalement, pour me souvenir des couleurs. Voilà. Donc là, on peut voir que les deux verts vont avec le bleu et le rouge. Et le noir et rouge va avec le rouge et blanc. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci de raccord. On risque pas de flinguer la moto pour un oubli, une erreur d'inattention. Fiabilisation du circuit de charge, fini. Petit porte-fusible. Donc au final, j'ai mis le petit parce que ça, c'est du 3 mm carré d'épaisseur de fil. Donc je préfère. Petite cosse qui rentre, hop, par le cabuchon. Comme ça, les deux sont ensemble. Ils ne sont pas séparés. Ils ne se quittent pas. Pareil pour le moins. Donc là, moi, je les fais passer par là en dessous. Je le refais monter là. J'essaye toujours de les mettre avec les autres fusibles. Comme ça, il n'y a pas besoin de chercher. Ensuite, on remonte. On voit ici donc le plus. Ici, le moins. Les câbles qui sont tous... les 3 câbles qui sortent. Il y en a 2 qui arrivent. Il y en a 3 qui ressortent. Et ici, les 3 fils pour le régulateur. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout scotcher ensemble, jusqu'à ici à peu près, comme ça au moins tout sera protégé, il n'y aura pas de problème externe, ça fera plus propre, etc. Mais là, je vous montre surtout à quoi ça ressemble. Donc là, l'avantage qu'on a avec les cosses qui sont ensemble, c'est qu'en fait, quand on défora la vis, pam, on a les deux fils qui seront toujours ensemble, cachés sous leur petit truc. Et il n'y aura pas besoin de les chercher. Donc, par exemple, si tu n'es pas un grand mécano, tu comprends que là, les deux, ils sont forcément ensemble. Tout ce qui est fiabilisation du système de recharge, c'est fini. Système de mirage, fini. Maintenant, j'ai passé une puce GMP sur la moto. Elle avait une RP58 d'origine. Donc là, elle est avec la GMP maintenant. J'ai remonté l'injection, j'ai remonté le réservoir. J'ai remonté tous les petits bidules à droite, à gauche, quoi. J'ai commencé à faire déjà le réglage, la synchro. Et là, maintenant, je vais passer à la réglage de la richesse. J'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, donc je pense pas qu'il y ait besoin que je vous fasse encore une vidéo où je fais un réglage. Juste, je vais vous montrer là, actuellement, comment elle démarre. Et je vais m'attaquer à la richesse.
là, elle pétarade encore un petit peu. Elle est très très riche. L'ancien réglage, en fait, il avait... L'ancienne synchronisation de la moto, en fait, les deux volets étaient quasiment fermés. Côté cylindre arrière, c'était fermé, mais fermé. Et côté cylindre avant, c'était ouvert, mais que d'un demi-tour. Donc, c'est vraiment très étonnant. Là, pour le coup, elle pétarade un petit peu, etc. Alors, peut-être aussi que les bougies ont besoin d'être un peu nettoyées. Et si jamais ça continue, il faudra changer les antiparasites, parce qu'en général, c'est les antiparasites qui font ça. Donc, réglage fini. On est sur un réglage absolument parfait, bien évidemment, comme d'habitude. Maintenant, c'est l'heure de la vidange. Donc, j'ai défait ici, j'ai défait là, la petite mitraillette qui est maintenant toute propre. On défait ici aussi. On remplace tous les petits joints par... On remplace tous les petits joints en cuivre, on en met des nouveaux, comme ça au moins on est tranquille, on est sûr qu'il n'y aura pas de fuite. Et on remonte. Voilà, nickel. Donc là, on peut voir que le moteur, il est quand même vachement sale et tout ça. Donc il va y avoir un gros travail de nettoyage. Je vais la charger sur la remorque là. Je vais d'abord remonter la boîte à air. Je vais la charger sur la remorque, on va aller au Karcher. Purge complète de tous les liquides de frein, donc frein avant, embrayage... Frein arrière, en plus j'ai fait la modification du frein arrière pour avoir un frein en béton, un frein de japonaise. Hop, tout est serré au couple, tout est mis, tout est neuf, c'est parfait, c'est nickel. Seul petit truc qui m'embête, c'est que là en fait il n'y a pas le guide sous le bras oscillant pour guider la durite de frein et le câble du speedomètre. Donc eh ben, j'ai bidouillé, qu'est-ce que vous voulez, j'en ai pas. J'ai regardé partout, je l'ai pas. Bah alors maintenant, modification des pleins phares pour qu'il y ait les 3 phares qui s'allument en même temps, en simultané. Parce que là, vous voyez, soit vous faites ça, soit vous avez que le bas. Donc là, le but maintenant, ça va être de relier le noir et le vert là ensemble. Vous voyez ici, le noir et le vert, il faut les relier ensemble. Donc pour ça, j'ai préparé ça, vous voyez. Et là, attends, je suis en plein phare? Non, je suis pas en plein phare. Et donc, vous voyez, là, le petit U que j'ai préparé, ça permet... Attends. J'ai du mal. Bon, enfin bref. Là, le but, c'est de relier le petit U au vert et au noir, comme ceci. Donc, je vais souder là les deux petits morceaux de fil. Et là, après, ici, on soude vite fait. Tac, on chauffe et on pose le câble. Et après, on va tout faire pour essayer de le coller le maximum possible. Il faut faire très attention à pas trop chauffer le plastique parce qu'après, sinon, le bouton, il fait plus de va-et-vient. Il se bloque. Donc, faut y aller tranquillement avec le poste à souder. Petite modif faite. Tic. Donc voilà, là, c'est nickel. Et quand on regarde devant, hello! Et on a toujours le petit rappel. Je vais pas me prendre le jus. Parfait, il n'y a plus qu'à remonter. Bon, là, je suis en train de changer la bulle. Donc, d'origine, voilà, c'est des petits picots en plastique avec des genres de crans d'arrêt, là, je sais pas comment ça s'appelle. Alors, pour les retirer, ben, petit coup de tournevis, quoi, au fur et à mesure, et en fait, après, d'un coup, ça sort. Moi, j'évite de taper sur les trucs en plastique, parce que bon, voilà. Alors, après, comme ils sont tous déformés, vous voyez, ils sont pas droits ni rien. Donc ce que je fais, c'est que je le mets le côté plat sur la table, je prends ma petite douille de 7 avec le petit marteau. Et vous voyez, en fait, là, je les ai aplatis. Et en plus de ça, comme on l'a choqué, ben, en fait, il est bien emboîté dedans. C'est relou à faire, mais bon, il n'y a pas trop le choix. Hein. Donc si ça rentre pas en tournant, vous faites gauche-droite, jusqu'à ce que ça. Moto nettoyée. Bien décrassé en tout cas. Là, on peut voir, il n'y a plus du tout de caca. On voit le carter moteur, on voit le carter aluminium. Tac, tac, tac. Donc là, j'ai vraiment fait un gros décrassage de la petite pizza. T'as rien à faire là. Donc là, j'ai fait un gros nettoyage, un gros décrassage. Et bientôt, ça sera moi que je vais décrasser. Donc voilà, moto remontée en partie. Là, je vais faire les petites finitions, tout ça, pour pouvoir aller faire un petit essai routier assez peu dynamique. Donc voilà, complètement fini. Fiabilisation entièrement fiabilisée, magnifique, bien nettoyé.
J'ai essayé d'enlever le maximum de gras parce qu'elle était vraiment, vraiment grasse. Même le cadre, là, on voit que j'ai réussi quand même à bien le rattraper. J'ai pas appliqué de belle gomme, mais ça serait la chose à faire, je pense. Refaire un petit polissage sur le bras oscillant aussi, parce que le bras oscillant, il a vraiment des taches incrustées, quoi. Donc voilà, entièrement fiabilisé, bien fini, bien propre. Un gros travail a été fait dessus, donc là, je suis à peu près à 4 jours de travail. Et en même temps, c'est ça l'avantage après, c'est que lorsque vous achetez une RSV, ou si jamais vous avez une RSV depuis pas mal d'années, ou une Tuono, ou une Caponor, et que vous n'avez pas fait tout ça, si jamais vous voulez vraiment faire un truc pour qu'elle tienne longtemps, qu'elle vive correctement, etc., c'est vraiment de lui faire une fiabilisation complète. Certes, ça représente quand même un petit budget, parce qu'entre les pièces, la mécanique et tout ça, on dépasse les 1000 euros. Hein. Avec la main d'œuvre et tout, on dépasse les 1000 euros. Mais ce qu'il faut se dire par là, c'est qu'après, votre moto, elle est tranquille pendant des années, quoi. Pendant des années, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah, j'espère que je vais pouvoir zoomer là sur le petit Alpha Jet. Oh là là, il a les trains d'atterrissage sortis et tout. Magnifique, magnifique. Donc oui, c'est un petit budget, mais après, même à la revente, ça compte. Ça, votre moto tourne bien, vous avez 14 volts à la sortie du régulateur. Vous n'avez pas de problème de démarrage le matin. La batterie aussi, elle ne se vide pas pour rien. Elle roule bien, elle est bien réglée, elle consomme pas trop, elle pollue pas trop, enfin voilà quoi. Sachant que moi j'ai réussi à passer le contrôle technique avec 4,6. Alors avec une GMP, je sais qu'on est en dessous des 4,6. Sur le réglage de la 98, on était à 4,5. Donc il y a juste à en profiter quoi. Il y a juste à en profiter. Petite fiabilisation, tout est mis en place. Et le jour de la revente, tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Parce que bon, je vous dis pas de faire ça pour les revendre 1000 euros plus cher, mais juste de le faire pour que vous puissiez réellement en profiter, partir en voyage, avoir confiance en la moto et vous dire je vais pas tomber en panne au milieu des Pyrénées ou des Alpes parce que j'ai été fainéant et j'ai préféré m'acheter une veste ou un casque plutôt que d'investir ces 1000 euros dans la moto, quoi. Faut pas oublier que ce sont des motos qui ont 25 ans, presque 25 ans pour elles. Chaque moto qui a 25 ans, même une voiture qui a 25 ans, il y a forcément des choses à faire dessus. Hein. C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Même si c'est du déjà vu, on essaye toujours d'améliorer ce qu'on fait, on essaye toujours de faire un petit peu mieux que la fois précédente, jusqu'à arriver vraiment à un résultat parfait. Je dis pas que les anciennes motos c'était nul, mais ce qu'on veut c'est vraiment avoir une belle moto. Et puis voilà. La moto en elle-même, elle est très bien, elle est très bien, elle est très facile à conduire, elle est très douce, elle reprend à 2500 tours facilement, en ville tu peux rouler en 4e voire 5e aussi si jamais tu connais bien les RSV, enfin les V60 surtout, et elle se laisse faire. La direction elle est pas trop dure, et justement elle est plutôt douce comparée aux autres modèles que j'ai eu. Je pense que c'est grâce à l'amortisseur de direction Bitubo qui facilite quand même, je sais pas, elle est facile, elle est bien. Elle est bien. Après, les pneus aussi sont très bien vu que c'est du SC2 dessus, avant-arrière. Donc, c'est des pneus. Il pleut pas, heureusement, parce que sinon, je ne serais même pas sorti avec la moto. La petite bulle, le petit phare, tout ça. J'espère que toute cette petite série de vidéos vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Profitez bien de l'été qui va arriver dans quelques temps. On est déjà au printemps. Donc préparez vos motos, fiabilisez-les et profitez-en au max. Partez dans les Pyrénées, tout ça, faites-vous plaisir les gars. Je vous dis ciao, à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, tout ce que vous voulez. Ciao les frères.